Je discutais dernièrement avec un copain qui veut s'expatrier également et je lui demande s'il est toujours dans les starting blocks. Alors il me dit oui, plus que jamais. Alors évidemment, c'est pas un projet qui se fait d'un claquement de doigts, hein, ça se prépare. Et il me rapporte l'anecdote d'un copain à lui qui est entrepreneur aussi, artisan je crois, ou entrepreneur, enfin bref. Le type a une voiture de société, la boîte déménage il n'y a pas très longtemps, il fait pas le changement au niveau de la carte grise, et donc du coup, eh ben, il ne peut pas recevoir les excès de vitesse, parce que c'est de ça dont il s'agit. Le gars, a priori, a fait 6 excès de vitesse, mineurs, entendons-nous bien. Alors on va dire c'est quoi? C'est 10-20 km/h au-dessus de la limitation de vitesse autorisée. Comme c'est une voiture de société, évidemment, il est censé dénoncer le conducteur, chose qu'il ne peut pas faire parce que, n'ayant pas reçu en temps et en heure les fameuses amendes avec les majorations, parce que bon là ça va vite, hein, c'est à peu près 500 balles je crois, par, par dénonciation, une non-dénonciation de conducteur. Donc ça chiffre vite. Il finit quand même par recevoir le fameux document qui lui réclame la somme fabuleuse. Alors tenez-vous bien, vous allez me dire 2000 euros, 4000, 5000. Non, non. On a 6 excès de vitesse mineurs, avec les rappels et les non-dénonciations de conducteurs. Messieurs, dames, pour la modique somme de 11 000 euros, voilà, on vous fait grâce des points, peut-être, enfin même pas, j'ai l'impression, hein. Donc voilà, donc effectivement, alors il me disait lui-même un peu d'écouter, parce qu'évidemment quand on vous raconte une histoire comme celle-là, les gens qui sont pas, comment dire, qui sont encore dans la matrice, se disent alors bah oui, bon bah c'est de sa faute, voilà, il avait qu'à changer sa carte grise, etc., etc. Maintenant, quand vous êtes un petit peu sorti du bins, même dans votre tête, pas encore physiquement, vous vous dites oula, ça pourrait très bien m'arriver à moi. Ça peut arriver à n'importe qui, on est bien d'accord. 6 excès de vitesse quand vous voyez la faute, entre guillemets, hein, d'un côté, et le côté pénalisation de cette faute, hein, je trouve qu'on a un rapport qui est, mais alors, largement disproportionné. Il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas. Enfin, voilà quoi. Et donc, l'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est bon, une anecdote de plus, hein, sur le fonctionnement du système. Mais le souci, c'est que effectivement, vous partez d'un pays en vous disant voilà comment je suis traité aujourd'hui dans ce pays. Mais dites-vous bien que c'est une tendance lourde, et notamment dans les pays occidentaux. Donc je le répète et je vous le dis, arrêtez de croire à l'Eldorado, parce que ça c'est un phénomène qui est mondialisé, notamment dans les pays occidentaux. Vous voyez bien qu'aujourd'hui en Europe on est en taux négatif. Alors les gens qui ont une courte vue se disent chouette, je vais pouvoir acheter une baraque, peut-être que dans 20 ans c'est la banque qui me donnera du fric, hein, pour rembourser. Mais il faut se rendre compte qu'on est quand même dans une situation ubuesque. Depuis 5000 ans d'histoire enregistrée de l'histoire humaine, ça n'a jamais existé. On ne peut pas avoir de taux négatif, c'est complètement débile. Et d'un autre côté, évidemment, les États qui sont court-termistes, hein, puisque ces gens-là ne veulent que se faire réélire, on va dire, à la prochaine élection, la prochaine échéance, qui arrive relativement vite. Donc ils sont toujours prêts à promettre monts et merveilles. Le seul souci, c'est que, évidemment, donc les États, eux, trouvent le moyen de se refinancer à pas cher sur les marchés. Le seul problème, c'est que vous avez de l'autre côté le fonctionnement de notre, comment dire, de notre modèle social qui réclame, lui, des rendements de 6-8%. Donc vous voyez bien qu'à un moment, la corde va se tendre, et quand ça va claquer du string, ça va faire très très mal. Donc le souci, c'est que comme on a des gouvernements qui s'endettent à des hauteurs faramineuses, et qui ne veulent pas se réformer, alors évidemment, il y a plusieurs explications à ça, hein, on peut en avancer quelques-unes. La première, c'est que, à mon sens, hein, le socialisme globalisé, hein, occidental, on est au-delà du clivage gauche-droite habituel, hein, c'est du pipeau. On a un système socialiste, hein, très clairement, qui s'est mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est basé sur une forme de redistribution. Alors ça marche tant qu'il y a de l'argent, hein, comme dirait Margaret Thatcher, le socialisme fonctionne tant que l'argent des autres existe encore. Le seul problème, c'est que bon, là, on a quand même un peu bouffé la feuille, et que les États, plutôt que de se réformer, cherchent à ponctionner un peu plus,
comme ça s'est déjà produit dans l'histoire, à chaque fois, ça a été une des causes de la chute de l'Empire romain au IIIe siècle, hein, des empereurs qui a, comment dire, qui s'est mis en tête de piquer les biens de tous les citoyens. Bon, bah, en 3 ans, ça s'est effondré, hein, parce que les gens, forcément, ont un instinct de survie, ils essayent d'accumuler parce qu'ils se disent que ça commence à pas sentir bon, et ils ont évidemment raison. Donc on a ce schéma qui se reproduit tout le temps dans l'histoire, et actuellement, bah, c'est un peu la même chose. Je veux dire, tout simplement, on essaye d'imprimer de l'argent gratuit. En Europe, on a quand même des soucis, hein, par rapport à des productivités qui sont différentes. On le voit bien avec les pays du Sud qui souffrent, hein, au profit de l'Allemagne, enfin du moins jusqu'à présent. Donc ces États qui ne se réforment pas, bah, voient dans l'impression de monnaie, on va dire, à tout craint, une solution éphémère, puisque forcément, à un moment, ça finit par se voir, et puis à se casser la binette. Hein. Je veux dire, ça s'est passé dans les années 20 à 30 en Allemagne aussi, hein, tout simplement. Donc on voit à chaque fois les mêmes processus se remettre en route. Ce qui fait dire qu'évidemment, l'humain, lui, n'évolue pas. Hein. Vous avez un smartphone dans la main, mais enfin bon, j'ai envie de dire que vous fonctionnez toujours, de par vos émotions et vos instincts, comme nos ancêtres Homo erectus. Hein. Voilà, le souci est là aussi. Donc, à chaque fois, ces états... Alors, une des autres explications que j'ai aussi par rapport à ça, c'est que on a des états qui sont de plus en plus tentaculaires, évidemment, qui se sont adaptés, et qui ont cru en même temps que les grosses industries au 19e siècle, mais qui sont plus du tout adaptés maintenant au monde tel qu'il se présente, hein, avec une forme d'ubérisation de la société, avec des gens qui bougent dans tous les sens. Donc les rentrées fiscales sont moins importantes. Évidemment, si vous êtes maltraité dans un pays et que vous vous donnez un petit peu les moyens de sortir du four local, bah vous montez une boîte ailleurs, vous bougez, hein, je veux dire, voilà, c'est un peu comme ça, même si vous, actuellement, pour certains d'entre vous, vous êtes scotché dans un pays parce que vous êtes dans l'ancien schéma, c'est-à-dire vous avez un boulot, localisé, une maison, un remboursement, un crédit, un machin, l'évolution globale, elle va quand même vers une fragmentation des métiers, des savoir-faire, des zones géographiques, et puis tout bouge, hein, tout circule. Donc ces États n'arrivent pas à se réformer, et ils ont besoin de pognon, parce qu'évidemment, il y a toute une clique de parasites qui vit là-dessus. Les premiers parasites étant ce que j'appelle les parasites du haut, évidemment, donc les gens qui n'ont jamais bossé, qui vivent de la politique. Voilà, très clairement. Pour eux, la retraite, c'est pas un souci, hein, rassurez-vous, parce que là, ça sera les derniers touchés par rapport aux réformes qui viendront. Donc, il leur faut bien du fric, et bah, on le prend là où il se trouve. Donc, vous avez en France les automobilistes, évidemment, la vache à lait. Vous avez les propriétaires aussi, 60% de propriétaires en France. Alors, achetez votre maison, voilà, vous êtes entre guillemets propriétaire, vous êtes content. Je crache pas dessus, hein, j'ai été moi-même propriétaire avant que je comprenne comment ça fonctionne réellement. Et puis avec l'augmentation des charges, de la fiscalité, hein, tout simplement, le foncier et la taxe d'habitation, la réalité du truc, messieurs les propriétaires, c'est que vous êtes en fait locataire de l'État. Et donc, on voit une tendance lourde qui s'installe, qui concerne ce problème de financement des États. Et donc, ils vont chercher à ponctionner du fric tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, comme je vous dis, c'est un phénomène qu'on observe dans tous les pays occidentaux. Voilà. Vous avez en Australie actuellement, et ça c'est pas nouveau, hein, il y avait déjà une campagne il y a quelques années relayée par évidemment les journaux qui sont la propagande officielle de l'État, qui disait que le cash, donc l'argent liquide, c'était pour les bandits, évidemment. Voilà. Donc on fait tout pour limiter les mouvements d'argent en liquide. Ça c'est un bon indicateur, hein, effectivement, de cette emprise de l'État qui veut absolument tout contrôler. Et puis on a aussi dans le même pays aujourd'hui, ils essayent, alors évidemment toujours sur des prétextes fallacieux, de confisquer, si vous avez des pièces de monnaie dans votre voiture, les flics vont vous les confisquer parce que ça peut être dangereux. Rendez-vous compte, vous êtes en train de conduire et là vous voyez une pièce de monnaie à vos pieds, alors vous allez la ramasser et puis là vous risquez l'accident. Enfin bref. Donc c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes motifs à 2 francs 6 sous. Pour pouvoir vous piller le fric. Aux États-Unis, on a le même type de problème. On a une grande transhumance de personnes qui s'échappent de la Californie, qui changent d'État, qui vont au Texas, qui s'implantent au Texas, parce que tout simplement, ils font passer leur taxation de 40%, je crois, à zéro.
Donc on a le même problème. Je veux dire, à New York, c'est la même chose. Dernièrement, les bolcheviks étaient contents parce qu'ils ont empêché Amazon de s'installer. Rendez-vous compte, une boîte comme Amazon qui aurait effectivement installé une de ses antennes à New York, qui aurait créé 25 000 emplois avec des gens qui auraient consommé, qui auraient acheté de l'immobilier, qui auraient fait tourner l'économie. Bah non, les gens sont contents, les politiciens, ces politiciens véreux qui vivent d'argent public sont contents. Alors évidemment, avec le relais de la masse qui comprend rien, hein, ils sont contents de dire ouais, on a gagné contre l'affreux capitaliste Amazon. Bref. Donc ce schéma, on le voit se reproduire partout. Donc j'ai envie de vous dire, on est dans un cycle de société économique et sociale qui est compliqué en ce moment parce qu'on a un changement de paradigme qui est en train de s'opérer. Je pense que ça sera beaucoup mieux après, mais il va y avoir une sacrée phase de transition qui va être un petit peu compliquée à passer. Donc, encore une fois, l'objet de cette vidéo, c'est celle-là, c'est vous partez d'un point A qui est votre pays d'origine, avec une situation qui est la vôtre, avec une connaissance du pays qui est la vôtre, et vous vous dites, je vais aller dans la zone B en m'implantant. Et moi, un des conseils que j'ai à vous donner, c'est penser changement de paradigme, c'est-à-dire changement total, et commencer par vous-même, parce que si vous voulez reproduire exactement ce que vous faisiez dans votre pays d'origine, c'est-à-dire déplacer vos capitaux, tout mettre dans une banque bulgare par exemple, acheter la même grosse maison, voilà, et reproduire votre tissu d'amis en vous disant ça va bien se passer, on est tranquille, bah, à mon sens, vous prenez un risque aussi. Voilà. Je pense que lorsque l'on s'expatrie en 2020, qu'on ne travaille pas dans une banque comme il y a 10 ans, en allant bosser en Asie, à Singapour, avec le déménagement qui est payé par la société, le salaire qui fait x3, on se retrouve dans un petit club d'expatriés entre nous, maman va faire son sport avec les mêmes expats, et on ne se mêle pas du tout à la population locale, enfin on fait son truc, on est privilégié. On reste 3 ans pour rentrer après, retrouver une place dans son pays d'origine en ayant une expérience qui est valorisée et valorisante en plus, notamment directement tout de suite par une augmentation de salaire. Bon, ça concerne que quelques personnes, maintenant je ne suis pas certain que ça se fasse. En tout cas, je pense que peut-être que les gens qui m'écoutent à travers cette vidéo sont plus dans une optique de se dire bon, je vois comment évolue mon pays, je veux plus participer à ça, je veux trouver un endroit où je serai mieux traité. Ok, certes, on est beaucoup à faire ce constat-là. Maintenant, peut-être qu'il faut aborder la chose en commençant par un travail sur soi, en se disant je change ma façon de voir. Peut-être qu'il faut se dire que effectivement cette phase de transition, elle concerne tous les pays occidentaux et que ça, vous voyez bien, ça bouge au niveau mondial. Et que c'est aussi peut-être la prudence qui doit mener votre action. Ne déplacez pas tout votre capital dans un pays que vous finalement vous ne connaissez pas. Je pense qu'il faut être prudent dans ces cas-là, il faut un petit peu dispatcher. Euh, si vous regardez, si vous re-regardez, parce que c'est assez connu, hein, enfin, peut-être que les jeunes générations ne connaissent pas, mais Autant on emporte le vent, hein, le fameux film qui a fait à l'époque un des films les plus regardés, vous voyez que le héros principal, lui, dans une période complètement troublée, qui est la guerre de sécession, il s'en sort pas trop mal parce que c'est quelqu'un qui est résilient, qui a l'habitude de la débrouille et qui surtout n'a pas tous ses œufs dans le même panier, hein, parce que quand vous êtes dans un pays comme ça qui commence à battre de l'aile, peut-être que c'est bien d'avoir aussi un petit peu de capital ou un petit peu d'argent ailleurs. Donc voilà, le conseil du jour c'est ça, c'est vous envisagez une expatriation, donc un grand changement, parce que ça se prépare, c'est compliqué, on a beaucoup de choses à régler, y compris psychologiquement, vous changez d'environnement, vous quittez peut-être la famille, vous abordez le truc en vous disant je pars sans vraiment rentrer dans mon pays avant je ne sais pas combien de temps, ça peut être aussi dur psychologiquement. Pensez en termes de stratégie, dites-vous est-ce que c'est vraiment adapté de déplacer tout mon capital, de reproduire exactement ce que j'avais dans mon pays d'origine, dans le nouveau pays d'accueil, entre guillemets, sans connaître vraiment le pays, voilà, sans connaître l'évolution. Je pense qu'il faut dézoomer au maximum pour vous dire, ouais, ok, j'essaie d'avoir une visibilité le plus loin possible, mais dites-vous bien que comme on est en période de transition, et ça peut durer longtemps, hein, personne ne peut le dire actuellement, c'est difficile de se projeter
et de se dire voilà, j'ai trouvé l'Eldorado, très clairement. Vous ne savez pas comment ça va évoluer. Vous savez d'où vous partez, vous avez votre propre idée en termes de statistiques par rapport à l'évolution de votre pays d'origine, hein. J'ai ma propre idée là-dessus. Maintenant, votre pays d'accueil, vous n'avez pas de recul, hein, par définition, vous avez encore moins de recul que sur votre pays d'origine. Donc soyez prudent dans vos choix, et puis ménagez-vous des portes de sortie, voilà, pensez stratégie. Allez, sur ce, je vous souhaite à très bientôt sur une prochaine vidéo.